Niger, le Front patriotique a saisi la CEDEAO sur le processus électoral et demande l'implication de l'organisation ouest-africaine pour contraindre les autorités à revoir le processus qu'elle dit entaché d'irrégularités. Au Cameroun, à quelques jours de la rentrée scolaire, les marchés de la ville de Douala sont bondés de fournitures et autres manuels scolaires, mais restent cependant très timidement animés. On fait le constat dans cette édition. Et puis en Éthiopie, des scientifiques ont dévoilé un crâne d'Australopithèque vieux de 3,8 millions d'années, une trouvaille qui bouscule une nouvelle fois leur vision de l'évolution de l'humanité. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Niger, le Front patriotique a saisi la CEDEAO sur le processus électoral. Ce regroupement de partis politiques, de l'opposition et des organisations de la société civile demande l'implication de l'organisation ouest-africaine pour contraindre les autorités nigériennes à revoir le processus qu'elle dit entaché de graves irrégularités. Reportage Abdul Karim Mahamadou. Dans une correspondance adressée au président de la commission de la CEDEAO, le président du Front patriotique a brossé un tableau sombre de la situation politique au Niger, né d'un processus électoral en panne et mal conduit par la Commission électorale nationale indépendante. Une commission dont le Front patriotique conteste la composition ainsi que certaines dispositions du code électoral. Au Niger, le comportement du gouvernement du Niger ne participe pas à créer les conditions de la paix, de la stabilité et de la cohésion à l'occasion des élections. Je pense qu'eux-mêmes, au niveau du gouvernement et le président de la République lui-même le dit souvent, nous avons des institutions très fragiles. Nous avons vu que non seulement elles sont fragiles, ces institutions au Niger, mais on peut même les caporaliser. On peut les mettre au service d'un parti ou d'un candidat du parti. Nous sommes dans un processus en dehors des lois du Niger, en dehors du processus électoral ou de la tradition électorale de notre pays, mais également en dehors des principaux textes africains et communautaires en matière d'organisation des élections, en matière de composition des organes chargés des élections. L'opposition nigérienne, au nom de laquelle le leader du Front patriotique a engagé cette démarche, sollicite l'implication de la CEDEAO pour éviter au Niger une crise post-électorale sans précédent. Notre attente, elle est simple, honnêtement. C'est que la CEDEAO puisse créer les conditions d'un dialogue politique qui permette d'aborder les vraies questions. Vous savez, le combat que nous faisons, nous ne le faisons pas pour qu'il perdure ou pour qu'on dise qu'on se bat pour le code. Nous voudrions que ça s'arrête demain. Nous voudrions que nous nous mettions autour d'une table avec le gouvernement, la majorité, les non-affiliés, la société civile, et que nous soyons d'accord sur le processus électoral qui va nous conduire aux élections de 2020. Le gagnant, c'est le peuple qui le déterminera. Personne ne peut croire qu'il dispose des voix des Nigériens. Mais ce que nous voulons, nous, simplement, mais forcément, c'est un processus honnête, inclusif. Et c'est un dialogue qui va créer ce processus-là à la base. De l'avis de la majorité au pouvoir, le processus est bien conduit de manière inclusive et le code électoral a été adopté avec une large majorité à l'Assemblée nationale. Au Mali, les barrages routiers installés depuis quelques jours sur l'une des principales routes nationales à la sortie de Bamako ont été levés ce mercredi. Cela fait suite à l'engagement des autorités de procéder rapidement à sa réfection. Les détails. Les manifestations de protestation contre le mauvais état des routes avaient commencé le 23 août à Kaï, ville de l'ouest du pays. Des centaines d'habitants avaient installé des barrages sur le principal pont de la ville sur le fleuve Sénégal, interrompant le trafic, notamment des camions en provenance du Sénégal et de Mauritanie. Des barrages avaient également été installés à l'autre extrémité de l'As Kaï-Bamako, au niveau du péage de Kati, à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale de ce pays, dépourvu d'accès à la mer. Mais ce mardi soir, le ministère des Transports et de la Mobilité urbaine, Ibrahima Abdouli, avait annoncé qu'un accord avait été trouvé avec le collectif Sirako à l'origine des actions. Le ministre malien s'est déplacé à Kati mardi soir pour symboliquement lever un barrage qui retenait quelques 1700 camions depuis plusieurs jours. Les travaux de la route nationale numéro 3, le premier tronçon de la route nationale menant à Kaï, vont démarrer dans 3 semaines, a annoncé l'autorité. Le Premier ministre Boubou Cissé a dégagé une première enveloppe d'urgence de 5 milliards de francs CFA pour la reprise des travaux, selon une source proche de ses services.
En bref, au Sénégal, la mort de 2 détenus dans la principale prison de Dakar a suscité ce jeudi des critiques. Des défenseurs des droits humains appellent à mettre fin à la surpopulation carcérale et la vétusté des établissements pénitentiaires. La Ligue sénégalaise des droits humains, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, RADDHO, et Amnesty International du Sénégal ont, dans un communiqué commun, exigé l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale et souligné qu'elles ont sans cesse décrié la vétusté de cette prison ainsi que son surpeuplement. Selon le ministère de la Justice, les 2 détenus sont morts à la suite d'étincelles produites par un ventilateur dans une chambre, provoquant un mouvement de panique parmi les prisonniers. Au Soudan, le procès de 41 membres des forces de sécurité et des renseignements s'est ouvert à Omdurman. Ils sont accusés de la mort d'un enseignant lors de sa détention après son arrestation. De cette façon, nous nous attendons à ce que le procès prenne un temps record. Et ce qui aide est la précision du juge, sa bonne gestion des procès et le sérieux de chacun pour parvenir à un règlement et à un jugement équitable après avoir condamné les coupables et acquitté les innocents, car le peuple cherche à obtenir la vérité et la justice. Au début du procès aujourd'hui, le département juridique du service de renseignements généraux a comparu et en tant qu'accusation, nous l'avons refusé, considérant que ces agents qui représentent le département juridique des forces de l'ordre n'avaient pas leur place dans une procédure fondée sur le code de procédure pénale. Touristes scandinaves tués au Maroc, le procès en appel qui s'est ouvert hier mercredi a été renvoyé au 11 septembre prochain. Ceci après une brève audience. Des précisions à travers ces images. Le procès en appel de 24 hommes poursuivis après la décapitation de 2 jeunes touristes scandinaves au nom du groupe terroriste État islamique s'est ouvert mercredi au Maroc avant d'être renvoyé au 11 septembre après une brève audience. C'est une première audience pour discuter de ce dossier devant la cour d'appel. Elle était dédiée à s'assurer de la présence de tous les accusés, à s'assurer aussi que tous les accusés aient leur défense, que ce soit d'une manière directe ou dans le cadre de l'assistance judiciaire, et aussi à s'assurer que les convocations aient été faites dans le cadre de la loi. Selon le code de procédure pénale, la défense est dans son droit de demander un délai pour préparer ses revendications civiles ou préparer sa défense pour la présenter et en discuter de nouveau devant la cour d'appel. Les faits remontent à fin 2018 où Louisa Vesterage Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et son amie Maren Juland, une Norvégienne de 28 ans, ont été sauvagement tuées alors qu'elles bivouaquaient au pied du mont Toubkal, le plus haut sommet d'Afrique du Nord, dans le Haut-Atlas à 80 km de la capitale touristique Marrakech. Les 3 principaux prévenus sont passés aux aveux et ont été condamnés le 18 juillet dernier à la peine capitale théorique au Maroc du fait d'un moratoire en vigueur depuis 1993. Des peines allant de 5 ans de prison à la perpétuité ont été prononcées contre leurs coprévenus pour constitution de bandes en vue de commettre des actes terroristes. Tandis que les accusés espèrent un verdict plus clément, les familles de Louisa et Maren, qui se sont constituées partie civile, souhaitent une confirmation des condamnations. Au Cameroun, à quelques jours de la rentrée scolaire, les marchés de la ville de Douala sont bondés de fournitures scolaires dans les différentes librairies et autres points de vente de la ville. Le défi est de tout mettre à la disposition des parents d'élèves, surtout les livres au programme. Cependant, le marché reste très timidement animé. Narcisse Oum a fait le constat. À quelques jours de la rentrée des classes du 2 septembre prochain, les libraires et autres espaces de vente des manuels scolaires à Douala multiplient des stratégies pour satisfaire la clientèle. Toute chose qui a vocation à permettre aux parents d'élèves de mieux préparer le démarrage de l'année scolaire 2019-2020. Ici à Akwa, le centre commercial de la ville de Douala,
les coins de rue sont bondés de fournitures scolaires et autres matériels didactiques. Le marché reste cependant très timide, malgré la forte disponibilité des ouvrages dans les librairies. Apparemment, l'année dernière, il y avait moins de livres, parce que c'était une première année d'expérimentation pour le livre unique. Bon, cette année, on a près de 95% de livres. Bon, le souci qu'on a, c'est qu'il y a moins de clients que l'année dernière. Donc, le taux de fréquentation a un peu baissé. Même cloche du son du côté des vendeurs ambulants de livres qui, à longueur de journée, arpentent le coin et recoin des rues à la recherche de potentiels clients. Non, actuellement, il n'y a pas de clients sur le marché. Plusieurs parents ont opté jouer la carte de la prudence avec pour ligne de conduite, éviter les bousculades de dernière minute. Je suis satisfaite. Cette année, on n'a pas de problème. Il y a tout. Rappelons qu'au mois de juillet, le ministre des Enseignements secondaires du Cameroun avait rendu public le calendrier de cette année scolaire. Ainsi, le premier trimestre de la prochaine année scolaire commencera du 2 septembre au vendredi 20 décembre 2019, puis le second ira du 6 janvier au 27 mars 2020, et enfin, le troisième du lundi 14 avril au vendredi 5 juin 2020. En Éthiopie, des scientifiques ont dévoilé un crâne d'Australopithèque vieux de 3,8 millions d'années et remarquablement complet. Une trouvaille qui vient une nouvelle fois bousculer leur vision de l'évolution de l'humanité. Voici les images. Un groupe international de chercheurs a découvert un crâne d'Australopithèque dans un état de conservation exceptionnel. Déniché dans la région de l'Afar en Éthiopie, qui avait déjà offert Lucie à 55 km de là, ce nouveau fossile rabat quelques cartes dans l'histoire de l'humanité. Nous appelons ce spécimen MRD pour des raisons de commodité. Il a été découvert le 10 février 2016, il y a presque 3 ans et demi, et le lieu de découverte est la zone d'étude Ouranso, Mille dans la localité connue sous le nom de Miradora, dans le district de Mille de la région Afar en Éthiopie. Et l'âge géologique du spécimen est de 3,8 millions d'années. Cette datation de 3,8 millions d'années du fossile a été rendue possible par l'analyse des minéraux présents dans les couches de roches volcaniques qui se trouvaient dans la zone de fouille. Mon premier instinct était que ces deux pièces se joindraient parfaitement. J'ai pris le maxilla et le crâne, et clic, c'est un crâne parfait. Ce spécimen établit ou nous donne un premier aperçu de ce à quoi ressemble l'anatomie crânio-faciale de l'Australopithecus anamensis. En combinant les observations faites sur le terrain avec l'étude des vestiges biologiques microscopiques trouvés dans la région, les chercheurs ont également été en mesure de reconstituer le paysage et la végétation de l'époque. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.